Bonjour à tous, nous sommes le lundi 4 mai et on va faire le point sur la course à l'Europe du côté de la Ligue 1 à travers deux matchs avec lesquels on va ouvrir le journal du jour. Le premier, c'est la rencontre explosive entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, et la seconde, c'est la rencontre surprenante entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille. On ira également du côté de la Première Ligue, question d'apporter un petit peu de variété. Il y avait un match important, il y avait un match attendu entre Manchester United et Liverpool. On parlera de l'avenir de Gonzalo Ramos et je vous donnerai un avis que j'ai déjà spoilé un petit peu pour ceux qui me suivent sur X concernant les trophées UNFP et plus précisément la récompense du meilleur espoir. Je doute pas qu'on reparlera des autres catégories de récompenses dans d'autres journaux, mais pour le moment on s'attardera là-dessus. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Eh bien vous voyez que le problème du Stade Rennais c'était pas Habib Beye, même avec Francaise il continue de perdre. Alors évidemment je déconne, mais justement ça rend la performance de l'Olympique Lyonnais d'autant plus salvable car ils ont réussi à l'emporter 4-2 contre un Stade Rennais qui aujourd'hui est devenu une excellente équipe avec son nouveau technicien, et l'OL est un phénix en train de renaître de ses cendres. Ils sont sur le podium de Ligue 1 et c'est une sacrée remontée qu'ils effectuent. Voici les compos qui étaient alignés pour cette rencontre. Morera, c'est définitivement l'explosion de la saison, on s'en souviendra longtemps, acheté 2 millions d'euros cet été. Pour moi, sa valeur a fait x10 en l'espace d'une saison. On peut parler également de Corentin Tolisso qui a eu une phase plus compliquée dernièrement, mais qui dans cette rencontre avec un rôle de milieu de terrain qui peut également beaucoup servir sur la partie offensive, a une vraie capacité à distribuer le jeu de manière dangereuse pour son équipe. C'est une vraie réussite. Et puis je suis content également de voir Hendrick marquer un but parce que finalement on sait qu'il y a une période où c'était plus compliqué pour l'Olympique Lyonnais, où le Brésilien était plus critiqué. Il fallait pas que ça reste sur une mauvaise image lorsque le prêt se terminera, parce qu'à mon avis Hendrick il sera pas à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Bon, et bien là tu te rends compte que les choses se redressent un petit peu. Du côté du Stade Rennais, il y a tout de même eu des choses intéressantes. On peut toujours compter sur Le Paul pour inscrire un but. Lui qui est le meilleur scoreur de notre Ligue 1 n'est jamais décevant, je pense qu'on peut quasiment le dire. Ça fait partie des éléments qui sont rassurants au Stade Rennais. On a également apprécié la prestation de Tamari, mais à part ça, j'ai trouvé les Rennais en deçà ce qu'ils produisaient dernièrement, notamment gênés par un Olympique Lyonnais bien cohérent, et Rennes a moins produit offensivement. Rennes a eu du mal à se procurer des occasions, ça ressort dans les statistiques, 8 tirs contre 16 pour les Lyonnais. Les buts attendus sont assez parlants et on a donc au classement un Olympique Lyonnais qui, avec sa très belle série, se positionne sur le podium à 2 points du LOSC qui est le poursuivant. Une sacrée remontée, vraiment j'insiste là-dessus, et Rennes de son côté est 5e à 2 points de gagner comme à 2 points de perdre une position. Donc les prochains matchs vont être cruciaux, mais il faut également saluer le travail de Francaise au Stade Rennais parce que même si ici c'est une défaite, c'est quand même un club qui revient de loin. La période Habib Beye était compliquée. Nantes aura donc tapé 2 fois les Marseillais cette saison. En fait, le maillot jaune, t'avais l'impression que c'était pour le Brésil de la meilleure époque. Sincèrement, les Canaries ont été absolument fabuleux. Et désormais, du côté de Marseille, je me pose une question. Si vous avez envie de vous faire tabasser, est-ce qu'il vaut mieux aller dans les rues marseillaises déguisé en Habib Beye ou avec un maillot du Paris Saint-Germain? Je pense que le débat mérite d'être posé, tant le technicien qui vient du Stade Rennais est absolument à côté de la plaque à Marseille. Voici les compositions qui étaient alignées. Ganago, un retour des enfers, faut le saluer parce qu'après une première partie de saison blessé, il a vraiment été utile au cours de ses derniers matchs. Ablin nous sort un match où franchement t'as l'impression que c'est Lionel Messi, il dribble entre des plots, c'est-à-dire les défenseurs marseillais qui n'ont vraiment pas été au niveau, et t'as également un gardien nantais qui t'a permis de préserver le clean sheet. Mais globalement, ce que j'ai apprécié avec cette équipe du FC Nantes, c'est que toutes les bonnes choses que tu as entrevues sous Vaïd au cours des dernières rencontres où tu te disais c'est un match nul encourageant, c'est une défaite encourageante, mais tu marquais jamais de points, là tu as réussi à les concrétiser en un résultat, et un résultat qui fait plaisir dans cette saison absolument cauchemardesque pour le FC Nantes. Un cauchemar, c'est également ce qu'est en train de connaître Marseille au cours de cette rencontre. Alors, est-ce que je dois m'attarder sur les individualités? Aubameyang, sa fin de saison est absolument catastrophique. Greenwood, je pense qu'il
qu'il est déjà parti très très loin de l'Olympique de Marseille. Il a le maillot, mais franchement, à part ça, c'est plus un joueur du club, disons-le très clairement. Mais je pense qu'en fait, je peux vous faire une liste d'individualités, mais ça n'a pas trop d'intérêt, parce qu'il n'y a pas un Marseillais qui réussit à être au niveau attendu. La défense n'est pas au niveau, le coach n'est pas au niveau, on charge beaucoup à Habib Beye, et à raison, parce qu'il n'a pas les épaules pour être l'entraîneur de cet Olympique de Marseille, mais il ne faut pas non plus oublier la responsabilité des joueurs, et je me dis à quoi va ressembler la saison prochaine de Marseille, parce que tu as des interrogations sur certains postes de la direction sportive, tu as des interrogations sur qui part, sur qui arrive, et surtout regarder le classement général de la Ligue 1, eh bien oui, l'Olympique de Marseille se retrouve à une 7e position synonyme de pas d'Europe, et ça c'est un gros coup dur pour les finances, c'est désormais mort pour la Champions League, mais il faut espérer raccrocher un petit peu, c'est dramatique depuis l'arrivée d'Habib Beye, et Nantes reste évidemment relégable malgré cette belle performance. T'es à 5 points d'Auxerre, le barragiste, donc évidemment, si c'est pas mathématiquement mort, cette victoire a fait plaisir, mais elle change pas trop le dessin de la saison nantaise à première vue. Tout le monde se foutait de Manchester United l'année dernière et Liverpool était vu comme l'incroyable gagnant de la Première Ligue. Et bien dans le football, tout va vite puisque quelques mois suivants, on a désormais Manchester United qui corrige Liverpool 3-2. On a désormais Manchester United qui est devant Liverpool au classement général de Première Ligue. On a désormais Manchester United qui est sur le podium et qui se qualifie officiellement en Champions League. Sur ce match, on avait les compositions suivantes. Très bon Bruno Fernandes, maître à jouer habituel. Cunha également très efficace avant sa sortie. Mainoo, le but de la victoire, tout un symbole pour un jeune qui sous Carrick décolle bien. Mais t'as Lamens qui a été coupable sur le 2-2 à cause de sa relance. En face, du côté de Liverpool, j'aime toujours autant Szoboszlai qui, dans un rôle hybride, est capable de toujours sortir de bonnes prestations. Et c'est un joueur qui est incroyablement précieux pour les Reds parce qu'en fait, on a Arne Slot qui essaye pas mal de choses. Il suffit de voir le positionnement de Gakpo qui a évolué en cours de match. Sa deuxième partie de rencontre a été bien plus intéressante que la première. Et en fait, dans cette hésitation permanente de la part d'Arne Slot, de ce côté... Comment je vais pouvoir relancer ce Liverpool qui ne fonctionne plus? T'as quand même un Szoboszlai qui a essayé dans des postes différents, avec des animations différentes, avec des demandes qui peuvent beaucoup changer. Et je trouve qu'il arrive quand même à être régulier, donc franchement, chapeau à lui. C'est un match qui donne 3-2, mais ce que je vous disais lors de PSG Bayern Munich, c'est que c'était un match qui avait beaucoup de buts, mais qui était dû aux exploits individuels. Là, c'est un peu l'inverse. On a un 3-2 entre United et Liverpool, pas tant grâce à l'immense qualité des joueurs, même si on a des joueurs de qualité, ça prête pas à débat, mais parce qu'on a eu quelques erreurs de la part des gardiens, quelques erreurs de la part des défenseurs, des pertes de balles qui ont été dangereuses. C'était un match intéressant, mais c'était pas un match dépourvu d'erreurs techniques qui ont amené les buts. Sur les statistiques de la rencontre, nous avons une grande domination en termes de buts attendus et de tirs de la part de Manchester United malgré la possession des Reds. Je retiendrai surtout le pressing de United et classement de Premier League. United justement assure sa position. Heureusement pour les Reds, Aston Villa n'a pas brillé non plus. La marge du top 5 pour la C1 reste confortable, donc on aura normalement ces deux clubs en Champions League, mais en tout cas pour United, c'est pas normalement, c'est sûr et certain. Gonzalo Ramos, c'est un peu le barbecue Weber du Paris Saint-Germain. C'est quelque chose que t'as acheté une blinde, c'est quelque chose que t'es content de sortir 2-3 fois au cours de l'été et franchement tu te dis que ça fait le taf, mais si t'avais que ça toute l'année pour te faire à manger, eh ben ce serait vite une horreur. Alors la question qui se pose pour pas mal de particuliers durant l'hiver, c'est est-ce qu'il faut vendre son barbecue? Eh ben la question pour le Paris Saint-Germain durant l'été, c'est est-ce qu'il faut vendre Gonzalo Ramos? Si l'interrogation vient, ce n'est pas dû au hasard, c'est parce que Fabrizio Romano nous informe qu'il y a une interrogation du côté du joueur, qui est un grand professionnel, qui reste impliqué au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de saison, conscient des objectifs du club de la capitale, mais évidemment, à 24 ans, il peut avoir envie d'un peu plus de temps de jeu. Cette saison, il dispute beaucoup de matchs sur le papier, 41, mais ça donne seulement 1550 minutes de jeu, car il a eu seulement 14 titularisations, et évidemment aucune titularisation en Champions League. C'est un joueur que je trouve
intéressant pour le Paris Saint-Germain à plus d'un titre. Déjà, vous l'avez vu sur ses statistiques, il est capable de marquer des buts. Moi, je trouve que Gonzalo Ramos est toujours décevant quand il est titulaire, mais en attendant, avoir un bon numéro 9 qui peut faire des entrées en cours de match et qui est capable de marquer des buts, c'est hyper rare. Les bons 9 remplaçants, c'est hyper cher, c'est hyper difficile à recruter. C'est un mec qui, en plus, en termes d'attitude, n'a jamais semblé poser problème au Paris Saint-Germain, qui accepte son statut. Pour dire les choses très franchement, Gonzalo Ramos, c'est une perle rare. Mais se pose la question de le vendre si jamais le joueur avait des velléités de départ, parce que évidemment, si son attitude exemplaire fait partie de ses qualités, si le joueur a envie de se tirer et qu'on le retient de force, ça pourra changer. C'est un joueur qui a été recruté 65 millions d'euros, donc c'est cher, mais il n'a pas un salaire énorme, donc il pèse pas trop sur les finances du Paris Saint-Germain non plus. Aujourd'hui, il est estimé à seulement 35 millions d'euros, mais à mon goût, avec son contrat jusqu'en 2028, il peut davantage partir pour 45-50 millions d'euros, parce que les numéros 9 de qualité sont rares. Alors la question qui vaut très très cher dans le dossier Gonzalo Ramos, c'est si tu le vends, qui tu vas avoir au poste de numéro 9 remplaçant. Recruter un mec qui est bon, qui a le niveau Paris Saint-Germain, mais qui accepte d'être sur le banc à ce poste-là, c'est quasiment mission impossible. Donc moi, j'aurais tendance à conditionner ma décision sur l'avenir et mon avis sur l'avenir de Gonzalo Ramos à l'avenir d'autres joueurs. Par exemple, Mayulu, ça peut faire un très bon joueur qui peut entrer en tant que numéro 9 remplaçant. C'est vraiment pas un pur numéro 9, mais Dembélé n'en est pas un non plus. Donc finalement, dans l'animation PSG, ça fait sens. Mais l'avenir de Mayulu pose également question de son côté. Donc finalement, ouais, je le conditionnerai aux autres dossiers. Les espoirs nommés pour le trophée UNFP, c'est absolument n'importe quoi. Déjà, il y a une catégorie espoir qui fait pas vraiment sens, on devrait dire les meilleurs joueurs du championnat de Ligue 1, mais en plus, ils ne respectent même pas leurs propres critères. Je sais, ça peut sembler ridicule, mais regardez cet extrait qui vient du site officiel de UNFP où on apprend qu'il faut avoir moins de 21 ans au 1er avril de l'année en cours, donc 2026. João Neves, il a 21 ans depuis septembre 2025, donc il n'a pas moins de 21 ans. Barco, le Strasbourgeois, aussi a 21 ans depuis juillet. Alors le site, il indique encore la date de mai 2025 pour la cérémonie, donc il s'agirait peut-être de mettre à jour le règlement, mais sauf si je suis passé à côté de quelque chose, ce sont des joueurs qui ont 21 ans, donc pas moins de 21 ans, donc qui ne devraient pas être dans les nommés pour le trophée UNFP. Au-delà des questions d'âge, en fait, moi, je trouve que le trophée qui se vend, même dans la communication de l'UNFP, comme un trophée qui révèle des espoirs, c'est littéralement son nom, qui va nous révéler une génération de cracks, il est un peu à côté de la plaque, puisque si on prend Zaïre Emery, João Neves et évidemment Désiré Doué, ce sont plus des espoirs, ce sont des joueurs qui sont évidemment confirmés. Jamais vous iriez dire à un pote « Ah, j'ai repéré un petit joueur là, tu le connais pas, il s'appelle Désiré Doué, crois-moi, il va faire une grande carrière. » Votre pote vous dirait évidemment « Merci Captain Obvious, tout le monde est au courant, Désiré Doué, c'est plus un espoir. » Alors, c'est pas contre ces trois joueurs, mais en fait, j'aimerais bien, moi, une catégorie meilleur jeune, à la limite, et encore. Est-ce que ça fait encore sens de parler de meilleurs jeunes quand t'as des mecs de 21 ans qui, de toute façon, dans le football moderne, peuvent être les meilleurs joueurs de la saison, tout court, pas forcément que des meilleurs jeunes. Moi, j'aimerais davantage un vrai trophée meilleur espoir où tu trouves des règles pour exclure des joueurs qui sont déjà ultra confirmés, parce que je le redis, ces Parisiens ne sont pas des espoirs, ce sont des cracks, mais des cracks confirmés, des joueurs qui valent déjà 100 millions d'euros, des joueurs que tous les grands clubs ont déjà vu confirmés sur les terrains européens. Bref, on reparlera de ces trophées UNFP, mais j'ai un peu de mal avec le positionnement de cette récompense, même si, évidemment, ces 5 joueurs sont immensément talentueux. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je n'ai pas encore tranché si je parlais de la demi-finale de Champions League entre Arsenal et Atlético Madrid. Je verrai suivant l'humeur, je vous donne rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17h. Je pense quand même que j'en parlerai, parce que finalement, peut-être pour équilibrer un petit peu le traitement des deux rencontres, ça pourrait être intéressant. Et j'ai quand même 2-3 trucs à dire sur ce match, donc bon, on verra. Je vous laisse la surprise. Kiffez bien votre journée, salut.